Amis des colis de fans, bonjour. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Et Joseph, qui m'avait déjà envoyé un super colis de fans il y a quelques temps, eh ben, on va dire, a renouvelé l'expérience et m'en a envoyé un, et je dirais même deux, parce que c'est un gros colis, mais qui est arrivé en deux colis séparés, avec encore plein de merveilles que je vais avoir le plaisir, bien sûr, de vous présenter. Alors, bon, c'est assez varié, donc comme d'habitude, je fais ça dans un ordre plutôt aléatoire. Alors, il y avait déjà pas mal de blocs comme ça d'alimentation, donc ça, tout le monde connaît ça, hein, ce genre de blocs. Ça, généralement, par exemple, c'est des alims qu'on va retrouver pour des ordinateurs portables, des choses comme ça. Alors, le gros intérêt de ces blocs, c'est que c'est utilisé de la connectique standard. Et là, par exemple, mon 19 volts, 342 ampères, avec ce genre de prise. Donc ça, c'est typiquement un truc plutôt d'ordinateur portable. Là, tous ces blocs, là, on voit, ils font 12 volts. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que tout est bien noté dessus, même le brochage de la sortie. Et ça, c'est évidemment des alimentations qu'on peut récupérer. D'ailleurs, enfin, depuis le temps que j'en récupère et que j'en ai des comme ça, quand je fais un montage et que j'ai besoin d'avoir une alimentation, très souvent, j'utilise ce genre de truc. Alors, il faut savoir que d'utiliser des alimentations séparées de l'appareil, c'est-à-dire qui n'est pas du tout dans le même boîtier, ça présente un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que tout l'appareil, on doit le faire, je veux dire, au niveau isolation, qu'avec une basse tension de 12 volts. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, ça a aussi l'avantage de séparer relativement notablement l'alimentation de l'appareil, ce qui fait que généralement, ça limite les interférences, sachant qu'en plus, on peut voir, comme il y a ici sur les câbles, ce genre de ferrite là qui les limite. Donc ça, c'est plutôt, je veux dire, intéressant. Le plus gros inconvénient de ça, c'est le côté interrupteur marche-arrêt. C'est-à-dire que même si là je mets un interrupteur marche-arrêt sur l'appareil en basse tension, ça coupera la consommation, mais le truc restera en veille. Et même si ça fait de très gros progrès, tous ces petits blocs en veille, ils consomment quand même. Donc là, soit on les débranche quand on n'en a pas besoin, ce qui est l'idéal, mais je veux dire, voilà, si on fait faire ça par exemple sur un appareil, ça oblige, je veux dire, à une manipulation en plus. Après, si c'est des appareils plutôt portables, là, généralement, c'est pas gênant. Enfin voilà, on va dire que c'est vraiment ça pour moi le seul gros souci de ces trucs-là, parce que sinon c'est plutôt bien. Puis le fait d'avoir des alimentations externes comme ça en cas de panne, c'est facile à changer. Alors il y avait aussi cette petite alim là. Alors là on peut voir c'est typiquement du NOS, hein, du New All Stock. Hein, on peut voir qu'elle est complètement neuve dans la mesure où elle est encore emballée dans son plastique. Et là on peut voir que c'est une alimentation donc, qui donne 3,3 volts 4 ampères. Ce qu'on peut voir c'est assez énorme, hein, vu on regarde sa taille. Par rapport à ma main, là, on voit que c'est assez petit. Donc, ma foi, c'est 3 x 4, 12, hein, ça fait une alimentation qui fait dans les 15 watts. Et qui accepte aussi, comme on peut voir, une très grande plage de tension d'entrée au niveau du secteur, là, de 90 à 260 volts, comme c'est généralement le cas maintenant. Donc ça, c'est bien sûr servi. Alors, 3,3 volts, ça peut être intéressant dans la mesure où il y a pas mal de trucs logiques maintenant qui s'alimentent dans ces tensions-là. Enfin bon, après on peut aussi alimenter des LED, on peut alimenter un peu tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc voilà pour cette petite alimentation, on voit qu'il y a même des trous là pour pouvoir la fixer sur un châssis. Alors, dans ce colis, il y avait aussi ce magnifique relais Mercure, alors qui, ma foi, est je veux dire, est assez original. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Donc on peut voir qu'il y a ici cette bobine, avec ce système de fer là, qui est fait de tôle. Ça c'est toujours fait hein, pour limiter les courants de Foucault, hein, c'est comme dans les transformateurs. Avec, on peut voir ce petit bout ici là, qui est monté, on va dire, sur un axe, et dont est tributaire là, cette ampoule de mercure. Alors, quand on peut le voir là, enfin je sais pas, j'essaie de filmer bien droit, dans cette position là, selon la position, on voit bien que ça fait comme un inverseur, soit le mercure on fait contact entre ces deux broches là, soit il fait contact entre les deux autres. Alors l'avantage des relais comme ça au mercure, c'est que ça fait généralement des connexions sans rebond, et je veux dire qu'ils sont très propres, je veux dire, et surtout avec très peu de résistance de contact, hein, c'est vraiment des relais intéressants. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien sûr, ils ne fonctionnent que si ils sont montés dans cette position-là. On comprend que si on le met comme ça, ça marchera jamais. Alors, je mesurais la bobine, elle fait dans les 27 kg, et alors il faut pas mal de tension. J'ai réussi à le faire fonctionner, mais il faut une tension d'au moins 150 volts continue pour que ça soit suffisant pour le faire fonctionner. Enfin voilà, c'est un très beau relais. Alors attention, hein, je rappelle que le mercure,
c'est qu'il y a un métal qui est très toxique, et c'est pour ça qu'il est maintenant interdit, hein. On ne trouve plus ça facilement, et donc faut y faire attention. Alors, tant qu'il est bien sûr dans son ampoule, là il pose pas de problème, mais voilà, faut éviter d'y toucher, faut éviter de faire des expériences idiotes avec. Et au pire, si vous avez des trucs en mercure dont vous ne savez pas, il faut bien sûr les recycler intelligemment. Alors, il y avait aussi ce système là. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un programmateur, hein, non pas un programmeur. Par contre, c'est vachement marrant parce que moi, en tant qu'informaticien, le nombre de fois, des fois où on m'a appelé programmateur, ça m'a toujours fait rire. Enfin bref, toujours est-il que... Alors j'ai trouvé la doc, c'est une marque assez connue. Et donc, c'est un truc qui permet de commuter à des heures fixes pendant des durées, des trucs comme ça, de relais. Alors en fait, c'est un modèle, il existe de 1 à 4 contacts. Celui-là, j'ai vérifié, c'est un 2 contacts. Donc, ma foi, ça fonctionne. C'est avec un écran cristaux liquide. Il y a même une batterie à l'intérieur, fait qu'il garde l'heure s'il y a une coupure de courant. Et alors, par contre, après, voilà, faut regarder tout le système pour les programmer. Donc ça pareil, c'est tout à fait opérationnel. Alors ensuite, il y avait ce truc-là. Alors ça, je suis pas vraiment sûr de savoir ce que c'est. Ça se présente comme ça. On peut voir ici un joint torique, une sorte de noyau là. Et c'est ce truc qui est noyé dans la résine avec 2 contacts. Bon, manifestement, je suis quasiment sûr que c'est un truc genre électroaimant, hein. Il y a des grandes chances que ça soit ça. Et tel que je le vois comme ça, c'est sans doute un truc, voilà, à mon avis, qui doit être une électrovanne ou quelque chose comme ça. Et ça doit se mettre voilà, dans un système qui derrière est étanche et dont l'étanchéité est assurée par ce joint. Alors malheureusement, voilà, il y a quelque chose de marqué dessus, mais on n'arrive pas bien à lire. Donc j'ai aucune idée de la tension ni de voilà comment ça fonctionne quoi. Puis alors après bon, est-ce qu'un jour j'aurai usage de ça? Enfin voilà, ça mérite d'exister, c'est déjà ça. Alors après il y avait tous ces petits convertisseurs, donc ça c'est des choses que je vous ai déjà présentées, qui sont à la fois très utiles, hein. Ça s'appelle des convertisseurs continus. Donc comme on peut le voir, c'est fourni dans ces réglettes antistatiques là. Ah bah, en fait je filme pas du tout comme il faut, voilà, ça sera mieux. Donc dans ces réglettes antistatiques hein, qui sont bien connues. Voilà. Donc c'est manifestement neuf. Alors j'ai trouvé la documentation. Donc c'est des petits convertisseurs isolés de... voir dessus, ça va de 13,5 à 16 volts vers 15 volts et moins 9. Donc c'est des convertisseurs, voilà, ça peut donner 200 mA sur chacune des tensions de sortie. Et ça, après ça peut être utilisé pour plein de trucs. D'après ce que je me rappelle, j'ai plus ça en tête, mais pour le datasheet, c'était vraiment utilisé dans certains montages spécifiques. Mais ces petits convertisseurs-là, on peut les utiliser dans plein de choses. Sachant que très souvent, comme je l'ai montré aussi, le filtrage aussi bien en amont qu'en aval n'est pas forcément top. Et des fois, il faut en rajouter un petit peu. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment, ma foi, très utile. Ensuite, il y avait tout ce petit lot de radiateurs pour transistors. Donc ça va rappeler sans doute des souvenirs à certains. Donc c'est manifestement fait principalement pour ce qu'on appelle les boîtiers TO5 hein, de transistors. Et donc c'est des différents types de refroidisseurs qu'on peut mettre dessus. Celui-là est pour un boîtier sans doute TO18 qui est plus petit. Voilà. Donc ça, j'en ai connu et utilisé plein de sortes de ces petits refroidisseurs là. Celui-là, je pense que ça doit être un truc qu'on doit pouvoir visser dessus peut-être pour voir de meilleures performances. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, je vous ferai peut-être un jour une vidéo. Hein. Enfin, je vous renvoie à l'excellente page du site Sonelec de Rémi Mallard qui explique bien comment on calcule les radiateurs. Enfin, donc tous ces radiateurs ont ce qu'on appelle une résistance thermique et c'est comme ça qu'on va pouvoir les choisir. Hein. Enfin, ça se calcule hein, un radiateur en fonction de la température estimée maximum de la jonction qu'on veut avoir, de l'ambiante et ainsi de suite. Et ça permet de choisir ces radiateurs. Alors bien sûr, pour connaître les résistances thermiques, comme c'est des modèles qu'on trouve encore souvent, souvent il faut aller sur les sites des revendeurs comme TME, RS et tout ça. Et généralement, comme on retrouve avec des photos et des dimensions les mêmes radiateurs, ça permet de connaître les résistances thermiques, on a les datasheets, et de choisir les modèles qui vont bien. Alors en composant toute cette boîte là, et cette boîte qui contient
vous l'aurez sans doute reconnu, des bons vieux condensateurs. Voilà. Alors c'est vrai que maintenant c'est assez rare de voir ces condensateurs assortis axiales, hein, comme ça, des deux côtés. Enfin ça, voilà, ça permet de les monter à plat. Et pendant longtemps, en fait, la majorité des condensateurs, moi quand j'ai commencé l'électronique, ils étaient plutôt comme ça. Et après, voilà, très rapidement, c'est devenu de plus en plus des condensateurs comme on a l'habitude de les voir avec les sorties du même côté. Donc là, si on regarde, c'est des 100 microfarads 63 volts. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y a un datecode dessus. Non, la seule chose qui est marquée, c'est 0,17. Alors, est-ce que c'est un datecode? Ça correspondrait quoi? 1917, c'est un peu vieux. 2017, pourquoi pas? Ça peut être ça, mais ça me paraît bizarre parce que c'est pas noté comme ça. Donc je ne sais pas. Pour info, bon, je vous passe la mesure. Je vais les mesurer, ils sont encore très bons, tout à fait opérationnels. Et manifestement, ils sont complètement neufs. Hein. Et alors c'est vrai que les condensateurs électrochimiques, comme ça, des fois, ils vieillissent plus ou moins bien. Mais là, je les ai mesurés, j'en ai même mis un sous tension pendant un moment. Manifestement, ils ont bien vieilli, donc ça, c'est bien sûr tout à fait utilisable. Alors ensuite, il y avait ce truc-là, qui est assez intéressant. Voilà. Ah, si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà. Alors c'est une sorte de spot en fait directionnel, c'est-à-dire que comme on peut voir, il y a cette applique que l'on peut monter sur un mur, je vais reculer un peu comme ça. Là on peut voir que c'est une sorte de rotule qui permet en gros de diriger le spot, et une fois qu'on l'a bien positionné, il suffit de resserrer ici les trois vis là, et ça va le bloquer, et à l'intérieur, donc en fait ça se dévisse, si on regarde, voilà, et on va voir qu'il y a tout à fait, en fait il y a un culot pour mettre une ampoule, voilà, et comme ça, donc là j'ai ici, alors ça fait, comme il y a cette énorme lentille, là ça fait quelque chose de très directionnel, et donc ça permet donc d'éclairer une zone, comme ça, une sorte de projecteur. Alors c'est manifestement de la très bonne qualité, on voit que c'est du costaud, quoi. Donc voilà pour ça. Après il y avait cette boîte qui contenait, alors déjà ces petits modules là. Donc comme on peut le voir, ça se présente sous forme de modules plastiques avec un très grand nombre de connexions qui manifestement n'ont jamais été soudés, donc ils sont probablement neufs. Alors je dois dire que je ne savais pas ce que c'était, des tests allomètres ne rien de spécial, mais j'ai pris des photos et je les ai postées sur Facebook, le groupe Facebook Sirob, et a priori un internaute trouvait ce que c'était, et en gros c'était toutes des séries, je crois que c'est Philips, si je ne m'abuse, enfin c'est des modules tout faits, c'était un peu les ancêtres des circuits intégrés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, il y a un circuit avec des transistors, des condensateurs, et tout ça moulé, et ça faisait des blocs comme ça prêts à l'emploi. Alors si je me rappelle bien, il y en a un, c'est une commande de relais, je crois, et l'autre c'est un multivibrateur ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. Après, bon, même s'il y a des chances qu'ils fonctionnent, ils sont tout neufs, c'est quand même de la très vieille technologie. A priori, c'est des transistors au germanium à l'intérieur. Je pense pas, j'en ferai jamais rien, et puis c'est complètement moulé, quoi. Bon, voilà, donc ça a le mérite d'exister. Maintenant, voilà, on va dire c'est plus pour de la collection. Après, on a ici, bon, ça, old fashion interrupteur, pareil, qui pour le moment jamais utilisé. Donc là, on voit que c'est un quadruple interrupteur. Voilà. Là, on en a d'autres modèles et qui sont sous forme poussé-tiré. Alors c'est vrai que c'est pas très fréquent, mais c'est pourquoi pas. Hein. C'est aussi une façon de faire. Et là, on peut voir ces deux voyants, là aussi, qui sont des vieux modèles. Voilà. Alors, il y en a un ici, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a un néon. Voilà, donc ça marche sur le secteur. Ces espèces de voyants néons et des coupelles. Là. Donc ça, ça peut vous permettre de voir la présence du secteur. Mais enfin, après, dedans, on peut mettre les ampoules qu'on veut. J'aime bien, j'en ai pas mal des indicateurs comme ça. Des fois, j'aime bien dans des montages comme ça donne un petit look, je vais dire, vintage. Alors, continuons. Il y avait aussi tout ce gros paquet là de ce que, alors moi j'appelle ça de la gaine Rizan. Hein. Ça, c'est vraiment utile. Ça existe en plein de diamètres. Hein. D'ailleurs, je vous en ai déjà montré aussi dans des QDN. Donc, c'est de la gaine qu'on peut voir, voilà, permet d'avoir une certaine variabilité de diamètre et dans lequel on peut facilement voilà, passer, faire des câbles dans lesquels on passe un peu tout ce qu'on veut. Sachant que généralement, voilà, après, faut brûler ça parce que sinon ça a tendance à s'effilocher. Et ça, on utilise beaucoup de tous les diamètres. Ça me servira très certainement.
Alors après, alors là on avait ce superbe commutateur de l'amour qui tue. Donc là on voit que c'est du costaud, c'est clon, clon. Voilà, enfin bon, voilà, on peut voir que ça commande 16 ampères en 380 volts, 250 continu ou 380 volts. Et donc manifestement, vu qu'on voit qu'il y a 3 trucs, c'est fait pour commander du triphasé, quoi. Alors ensuite, il y avait plein de petits relais comme ça. Donc ça, pareil, c'est du new stock. Et on peut voir, c'est des très beaux relais. Donc je les ai testés. C'est du 12 volts, hein, apparemment, ça consomme 100 000 ampères. Et donc, bon voilà, c'est très très classique. On peut voir que c'est des doubles inverseurs. Voilà, donc des relais, mais sûrement de très bonne qualité. Donc ça, bon, j'ai énormément de types de relais en stock. Là, on peut dire que j'ai du choix. Et avec ça, j'en ai encore plus. Alors là, un truc intéressant, ça s'appelle un télérupteur. Alors, un télérupteur, c'est une sorte de relais quelque part, mais un relais un petit peu spécial, à la mesure où c'est un relais bistable, je veux dire, où à chaque impulsion, ça change. Donc c'est typiquement ce qu'on va retrouver quand on a des boutons poussoirs, par exemple, pour allumer un couloir. Sachant que l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on peut mettre autant de boutons poussoirs en parallèle qu'on veut pour commander la bobine, et que ça permet, en fait, voilà, de n'importe quel de ces poussoirs, bon, on appuie un coup, ça allume, on appuie un coup, ça éteint. Alors il y a des télérupteurs de différentes tensions. Ceux-là, par exemple, ils se commandent en 24 volts, et d'après ce que j'ai vu, ils marchent même en 12 volts. Hein. Je vais vous faire une petite démo. Voilà, là, par exemple, même là, je suis en 12 volts. Et donc, ça marche apparemment en alternatif ou en continu. Et on peut voir que, voilà, au niveau de la bobine, je ne sais pas si on voit bien, à chaque fois que on donne ici, voilà, une impulsion, bah, on voit ici qu'il y a un système de ce qu'on appelle l'échappement mécanique, qui fait qu'à chaque impulsion, voilà, toc, on voit un coup vers le haut, un coup vers le bas. Et après, bien sûr, bah, voilà, ça fait un coup contact ou pas entre les deux systèmes-là. Voilà, donc là, il fonctionne très bien. Alors ça, bien sûr, ça peut être utilisé pour plein de façons. Hein. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un télérupteur donc, qui marche, on va dire, de 12 à 24 volts. Alors, rien n'empêche aussi de commander ici une charge en 12 volts. Hein. Par exemple, ça marcherait très bien dans une caravane, un camping-car, un bateau, un truc comme ça. Alors, ça a l'avantage d'être purement électromécanique. Hein, là-dedans, c'est pas fragile, souvent. Il n'y a aucune électronique, ni rien du tout. Le seul problème des télérupteurs, c'est que si, enfin, les bobines ne sont pas faites pour être commandées longtemps, vu que c'est des impulsions. Donc si par exemple il y a un court-circuit et que la bobine reste trop longtemps, ce qui est arrivé une fois chez moi sur un télérupteur de 120, bah, elle commence à chauffer et au bout d'un certain temps, si on n'y fait pas gaffe, ça peut les bousiller. Donc voilà pour ce truc-là. Après, tant qu'on est dans les relais, il y avait aussi ces trucs-là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des contacteurs. Hein, bon, en fait, c'est un relais aussi. Hein, j'ai jamais trop compris, en fait, a priori, on parle de relais, mais dès qu'on passe un peu dans la puissance, dans l'électricité, on a plutôt tendance à appeler ça des contacteurs. Mais enfin bon, on va dire, pas sûr que ça change grand-chose. Donc là, on voit des modèles, donc ça c'est fait pour aller, là on voit sur des rails. Et bah, voilà, là on met ici une bobine, a priori ça fonctionne en 220 volts alternatif. Et ça va donc faire ici des commutations entre les bornes, sachant qu'en même temps, on peut voir ici et éventuellement le commander à la main pour faire un test ou quelque chose comme ça. Donc ça, bah, c'est pareil, a priori c'est tout neuf. Et ça par contre, les contacteurs, j'en utilise parfois. Après, il y avait ce truc-là. Ce truc-là, il m'a donné un petit peu de fil à retordre, dans la mesure où j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai cherché sur Internet et tout. On peut voir ici cette espèce de petit bitonnière, là, comme ça. Et donc, ça a l'air de bonne qualité. C'est dans un boîtier entièrement métallique. Et on voit qu'il y avait marqué 27 volts continu, plus, moins C. Alors, bon, j'ai cherché un peu, alors j'ai voulu l'ouvrir, a priori, il y a une sorte de protection dedans, qui fait que ça s'ouvre pas facilement. Alors, en gros, ils avaient coulé une sorte de, je sais pas si c'est du plomb, de l'étain ou quoi, enfin bon, j'ai quand même réussi à l'ouvrir, je veux dire, sans l'abîmer, et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est assez intéressant, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. C'est, on va dire, c'est un potentiomètre, c'est un capteur de linéaire, mais avec une course très faible. Et voilà, on peut le voir ici. Et on peut voir que voilà, quand j'appuie ici sur le truc, on voit là la course. Et en fait, c'est un bobinage. Hein. En fait, j'ai mesuré sa valeur. Hein, il fait 917 ohms.
et on a donc en sortie une tension qui va être proportionnelle, c'est un potentiomètre au déplacement, mais comme on peut voir, la course du déplacement est extrêmement faible. C'est-à-dire c'est de l'ordre de, vu nez comme ça, peut-être 3-4 mm maximum. Donc voilà, c'est quelque chose qui va permettre donc de mesurer un déplacement très faible, auquel il faut une force assez grande, hein, j'appuie assez fort, et donc donner une information, on va dire, linéaire de ce déplacement. Donc voilà, alors ça, comme ça, j'ai pas d'idée d'utilisation, mais c'est pas en avoir. Et c'est ma foi plutôt intéressant. Et je pense que c'est un truc qui a l'air quand même du matériel pro, ça, hein, c'est plutôt de bonne qualité. Et donc c'est fonctionnel. Alors après, ce qui est bizarre en fait, je trouve, c'est que on comprend pas trop comment ce truc-là est censé être fixé. Ou alors il doit être mis dans un chose avec une bride, je pense, quelque chose comme ça. Enfin donc voilà pour ce truc. D'ailleurs on voit Société de fabrication d'instruments de mesure, la boîte. Alors après on a ce magnifique aussi contacteur. Donc là pareil, ça c'est un toc à 2 positions. Vraiment aussi le modèle de course. C'est pareil, c'est vintage, c'est costaud. Hein, j'aime bien aussi, c'est sympa. Ensuite on avait ces voyants. Là pareil, très vintage. Donc là c'est pareil, il n'y a pas les ampoules. Mais voilà, on peut voir que là on peut y mettre différents systèmes. Donc c'est des culots a priori normalisés. Et donc il y a moyen de monter ça en face avant. Donc là pareil, ça fait des trucs assez sympas. Donc ça c'est pareil des fois pour faire des robots steampunk, là ça peut faire des yeux rigolos. Des choses comme ça. Alors après ça, il y avait tout un échantillon de micro-switch. On va pouvoir les regarder un petit peu. Donc, je rappelle que j'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Hein. Le principe des micro-switch, c'est d'avoir, pareil, avec un déplacement généralement très faible, un contact et un contact franc. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y a un hystérésis quelque part, qui permet d'avoir, voilà, passé un certain moment, on voit, voilà, je sais pas si on l'entend, mais voilà, ça s'accommode. Et voilà. Donc grâce à cette hystérésis, ça fait quand même des contacts francs, je veux dire, sans trop de rebond. Donc des micro-switch comme ça, alors ça existe en plein de formes différentes. Voilà, on voit ici avec des palettes. Là encore un autre système, voilà, comme ça. Là avec cette vis éventuellement d'ajustement. Celui-là, il faut appuyer plus dur dessus. Là, il y en a comme ça aussi avec ces espèces de roulettes là, permettent par exemple d'avoir quelque chose qui bouge, un coin ou un truc comme ça. Donc voilà, enfin bref, on peut voir tout cet assortiment ici donc de micro switch divers et variés. Alors il y avait aussi ce modèle là, c'est un modèle que j'ai souvent rencontré. Alors en plus il me fait toujours penser au tout début de l'informatique, quand j'ai commencé à travailler avec des disquettes. Il y avait des lecteurs 8 pouces hein, qui étaient énormes, et des grandes disquettes 8 pouces comme ça, hein, c'était donc 8 pouces, ça fait dans les 20 cm à peu près. Et il y avait ce genre de switch là, justement, à l'intérieur. C'était des trucs incroyables, ces lecteurs. Ça nécessitait, il fallait les mettre en 220 pour le moteur qu'entraînait la disquette. Il y avait, je crois, du plus 12, plus 5, moins 12. Enfin bon, c'était des trucs de la marque Sugar. Mais enfin bon, au début, on était content d'avoir ça. Ici. Donc il y a ça. Alors après, il y a ce truc là aussi. Alors ça, je connaissais pas. C'est vraiment sympa. En gros, c'est quoi? C'est qu'on peut voir, c'est un domino, mais c'est un domino qui permet en fait d'insérer un fusible. On peut voir ici ce fusible. Donc si on veut rajouter quelque part un fusible, bah voilà, ça fait à la fois, je veux dire, l'office de domino de jonction, mais ça permet de rajouter une protection. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors là on a aussi ce truc là. Alors ça c'est pareil, ça doit pas être jaune. Donc on peut voir ici, il y a 2 bornes plus et il y a marqué photo élément. Et donc si on regarde ce que c'est, en gros c'est un détecteur de lumière. Et bon, je vous passe la mesure, mais voilà, en gros, c'est une sorte de mini panneau solaire quelque part. Hein. Si on branche ici un voltmètre, bon, on s'aperçoit qu'on va avoir une tension proportionnelle à l'éclairement et qui permet derrière de commander ce qu'on veut. Hein. J'aime bien le look, là, mais bon, c'est pareil. Je veux dire, avoir la boîte, à mon avis, je sais pas s'il y a une date, mais c'est pas un truc qui doit être bien jeune. Alors, continuons avec ce colis de fan. Donc là, il y avait cette magnifique carte d'expérimentation, toute neuve, là. Alors, attention, là, quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est des pastilles
je veux dire, c'est pareil, mais en fait pas du tout. Hein. C'est fait partie de ces cartes où, en gros, les pastilles, elles sont reliées par des pistes, hein, mais on les voit pas à cause du vernis, et qui sont, en fait, voilà, il y a des rails d'alimentation, et après, elles sont reliées par groupe de 4. Et ça, alors ça c'est pas mal, ça permet de faire par exemple du wrapping, mais généralement on fait tout le câblage par au-dessus. J'ai déjà fait ça, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre ici des supports de circuit intégrés. À côté on va mettre des broches à wrapper, mais on les va wrapper par au-dessus. Ce qui est assez simple, c'est beaucoup mieux, parce qu'on garde les circuits par-dessus, on n'a pas à réfléchir sur le, je veux dire, la logique qu'on inverse et ainsi de suite. Et ça permet de faire des belles cartes d'expérimentation, donc c'est des grandes chances que je l'utilise. Après, alors, il y avait ce truc-là. Alors ça, c'est quoi? C'est un interrupteur flotteur. D'ailleurs, écoutez bien. Voilà. C'est basé manifestement sur un système magnétique qui a aussi un hystérésis, comme on peut voir, qui est assez important, ce qui permet d'avoir des trucs francs. Et donc là, l'idée, c'est que, comme on peut le voir, il n'y a aucun contact, il n'y a aucune ouverture entre la détection et cet aimant. Donc ça, l'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre ça dans une cuve avec ce joint ici qui va le rendre parfaitement étanche. Voilà. Et ben, voilà, quand par exemple la cuve est remplie, ben, ça va ici faire un contact qui va permettre de mettre en route quelque chose ou de l'arrêter. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut après. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, ça peut typiquement voir un truc qui permet de voir qu'une cuve est pleine ou qu'il y a de l'eau dans une cave par exemple pour mettre en route une pompe de vidange, enfin, des trucs comme ça. Après il y avait ce truc là, alors ça c'est pareil, c'est une sonde de température. Voilà, on peut voir dessus, c'est marqué dessus, hein. C'est une CTN, donc coefficient de température négatif, et on peut voir 4,7 K. Donc ça va permettre à 26 degrés, c'est même marqué. Et donc, grâce à ça, on peut mesurer, alors, voilà, on peut voir que ça se visse, et ça va permettre de mesurer la température de l'eau, de l'huile, de tout ce qu'on veut. Et là, pareil, en mettant un joint, on peut avoir quelque chose de tout à fait étanche. Alors après, il y avait ça, alors ça, c'est une sorte de lampe, en gros, voilà, avec un système électronique qui a fait clignoter, je pense. Voilà, donc ça fait plutôt... genre lampe d'alerte, voilà, de signalisation. Après il y avait ça, donc ça pareil, il y a marqué solénoïde valve, donc c'est ce qu'on appelle justement une électrovanne, voilà, on peut la voir ici. Donc ça typiquement aussi, on peut voir que ça va, c'est comme un robinet, on va dire, recommandé à distance, c'est-à-dire que selon qu'on fasse ou pas passer du courant à l'intérieur, on va pouvoir ici permettre à un fluide ou un gaz de passer. Enfin voilà, donc a priori elle est toute neuve. Et donc voilà, ça va permettre donc de commander ce qu'on veut. Hein. Il y a toute la doc avec. Donc ça pareil, hein, je n'ai pas d'utilisation pour l'instant spécifique en vue, mais d'avoir ce genre d'électrovanne, ça peut potentiellement servir à plein de choses. Alors ensuite, il y avait ces trucs-là, là, il y en avait une ou deux boîtes comme ça. Donc ça, c'est quoi? C'est des barrières lumineuses qui vont permettre, voilà, grâce à un émetteur et un récepteur, qu'on peut voir ici, voilà, et grâce à ce module, d'avoir une détection d'un passage. Donc c'est typiquement le genre de truc que on va mettre sur un tapis roulant, une porte, quelque chose, et ça permet donc de détecter que quelque chose passe dans le faisceau. Et ça c'est pareil, les manifestations, tout ça c'est du matériel neuf a priori, qui n'a jamais été utilisé. Après il y avait ici cette boîte là, avec des choses qui ressemblent très manifestement, c'est-à-dire des ponts dresseurs. Voilà, on voit alternative continue, donc c'est des points de diode de puissance. Après il y avait ce truc là, alors ça par contre je sais pas trop ce que c'est. Alors il y a une doc, il faudrait que je regarde. Bon, a priori c'est quelque chose voilà, qui affiche avec des LED. Apparemment c'est sans doute la chute de tension de quelque chose. Donc c'est un indicateur de tableau. Et après alors, il y avait toute une collection de détecteurs infrarouges. En fait bon, il y en a différents modèles qui sont plus ou moins gros, mais c'est à peu près tous les mêmes. Et ça, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment ça marchait. Donc c'est ce qu'on appelle les détecteurs infrarouges passifs, hein, où on peut voir ici la lentille de Fresnel. Et donc ce genre de matériel, donc ça permet de détecter
un mouvement de quelque chose de chaud, comme par exemple le corps d'un être humain au niveau infrarouge. Et après voilà, généralement après on fait ce qu'on veut avec, mais enfin c'est généralement c'est avec ça qu'on va détecter, mettre en route une alarme. Donc là on peut en ouvrir un par exemple. Donc là ces trucs là, hein, ça se branche toujours à peu près de la même façon, hein, voilà, on peut en ouvrir un pour voir. Voilà. On a ici donc là on peut voir le détecteur PIR. Et là on a ce qu'on veut voir en route ou pas, une LED, ça alimente en 12 volts. Et là on peut écouter qu'il y a un switch. Tous ces trucs là généralement ont un détecteur, ce qui permet de détecter qu'on les ouvre. Et généralement enfin, voilà, si on les ouvre ou si on coupe le fil par exemple, ça fait une alarme. Généralement ces trucs marchent justement par coupure du fil, ce qui fait que le petit malin qui coupe le fil en pensant désactiver l'alarme, généralement l'active. C'est étudié pour. Donc là c'est pareil, ça manifestement c'est du new old stock, hein, c'est du très bon matériel mais qui est neuf. Alors voilà, si je veux rajouter des alarmes chez moi, j'ai de quoi faire, mais enfin bon, avec tous les chats que j'ai chez moi, je pense que ça arrêterait pas de sonner. Là on en trouve un autre modèle qui ressemble beaucoup, hein. Si on regarde ici, voilà, bon, a priori c'est quasiment le même. Voilà. Je vous renvoie toujours, hein, comme j'ai dit sur ma vidéo que j'ai faite sur le fonctionnement de ces détecteurs PIR infrarouge. Si ça vous intéresse, je vous conseille de l'avoir. Là on en a un qui est plus grand, donc il doit être sans doute beaucoup plus sensible. Enfin bon, sinon a priori c'est le même principe ici. Voilà, bon, on arrive au bout de ce colis de fan. Donc il y avait aussi ces afficheurs de LCD rétroéclairés. On peut voir ici il y a un rétroéclairage. Et c'est a priori basé sur le célèbre circuit, la HD 44780, donc généralement on peut assez facilement retrouver le brochage. Et là, comme ça, je dirais ça a l'air d'être un système à 4 lignes. Donc ça c'est bien sûr tout à fait utilisable, hein. J'en ai beaucoup utilisé dans ma vie de ces afficheurs là, et j'en utilise. Alors, même si maintenant je préfère souvent les OLED, on peut toujours quand même les utiliser. Et après il y avait ce truc là. Alors ce truc là manifestement par contre il n'a pas bien supporté le transport. Alors c'est très lourd. Alors voilà. Alors c'est quoi? Si on regarde, c'est marqué dessus comme le port-salut. C'est un automatique chargeur. Donc ça prend en primaire du 240 volts et ça sort 3 ampères à 12 volts. Ouais, c'est une sorte de chargeur. Alors on peut voir que le transfo qui était fixé ici sur le radiateur, on voit qu'il y a dû, alors comme c'est très lourd, il y a dû avoir un choc dans le transport, ça a cassé les entretoises et donc il se balade. Bon, heureusement c'est tout à fait réparable, hein. Je veux dire, il faut changer les entretoises, mais c'est pas le problème. Sinon ça, je pense que ça fonctionne. Alors c'est pareil quand on voit le condensateur et tout, ça va pas être tout jeune, mais enfin il n'y a pas du tout de raison que ça fonctionne pas. Et on peut voir que voilà, c'est un gros radiateur sur lequel il y a sans doute voilà, on voit un pont de diode ici et un transistor régulateur. Donc ça c'est sans doute aussi du bon matériel. Et bien sûr, pourquoi pas, hein, avec une batterie, on peut en faire un chargeur de batterie. Mais voilà, de toute façon je trouve quand même que les concepteurs, là pour le coup, mettre du 3 mm sur un transfo aussi lourd, c'est du 3 ou du 4? Non, c'est du 3. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu la... Donc voilà pour la présentation de ce magnifique colis de fan. Donc encore un très très grand merci à Joseph pour toutes ces merveilles. Et qui j'espère vous ont intéressé, hein. Moi j'aime bien toujours ces colis qui me font découvrir pas mal de choses. Et je sais qu'a priori, hein, à voir les commentaires, vous les appréciez aussi. Ça rappelle souvent des souvenirs à beaucoup d'entre vous, où ça vous fait découvrir des choses, je veux dire, que sont pas forcément très courantes, et que moi-même d'ailleurs, des fois je découvre aussi, hein, parce que voilà, y a tellement de technologies, de choses qu'on ne peut pas tout connaître. Et qu'est-ce que tu dis, Pincette? J'ai oublié de montrer quelque chose. Non, mais c'est pas un oubli. C'est qu'en effet, dans ce colis de fan, il y avait un sachet de composants, mais je ne voulais pas montrer aujourd'hui. D'abord parce que la vidéo est bien longue, et en même temps, je pense que c'est des composants de légende, quelque part, qui nécessitent, je pense, une vidéo dédiée. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai dès que possible, sachant que, encore une fois, c'est pas les sujets qui manquent, j'ai encore
du matériel éventuellement à vous présenter, ce serait peut-être temps de faire un QDN, j'ai une analyse de schéma. Enfin bref, comme d'habitude, honnêtement, c'est vraiment pas les sujets qui manquent. Et bon, bah, de toute façon, tu viendras pour qui sait attendre. Hein. Il faut bien sûr que je trouve le temps de faire tout cela. Bon, en même temps, bah voilà, ici, un peu comme partout, il fait quand même assez chaud. Alors je dirais, là en Vendée, bon, on a chaud, mais je veux dire, c'est pas autant que dans d'autres régions. Et on souffre quand même beaucoup moins que nos pauvres voisins grecs et espagnols qui, eux, mangent assez fort, je veux dire, question changement climatique. Donc, espérons que ça va s'arranger pour tout le monde. Tiens, ça va Maurice? Alors, qu'est-ce que tu me racontes? T'étais malade, t'arrivais pas à trouver un médecin? Ah bah non, 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 il n'y a plus de médecin maintenant. Mais heureusement, il y a Internet. Regarde, l'autre fois j'étais malade, j'ai envoyé les symptômes. Alors, bon, d'après Google, j'étais mort. Et d'après Doctissimo, j'étais enceinte. Bon, c'est pas gagné. C'est vrai que j'ai un gros ventre, mais à mon avis, c'est plus parce que je bouffe trop de nouilles. Alors, on n'est pas sauvé avec ça. Que Mercury vous fasse de bons contacts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.